Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire. Au nom de la Chambre de commerce de Montréal, on vous invite à participer avec nous à cette rencontre internationale des jardins. Aujourd'hui, la thématique porte sur l'impact de la COVID-19 sur les marchés et les manières d'adapter votre politique de gestion du risque du change. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble des aspects de notre service en commerce international, Accélère, ainsi que notre commanditaire en titre, Desjardins, qui a rendu cet événement possible. Je me présente, mon nom est Dina Mansour, je suis conseillère au développement des marchés internationaux à la Chambre et j'ai le plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui qui sera présenté par M. Alexandre Charbonneau, directeur développement des affaires à Desjardins. Donc, avant de commencer, je vais vous inviter à prendre un moment pour observer les outils dont vous disposez dans Zoom. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas utiliser la fonction main levée, mais plutôt de les écrire via la boîte questions et réponses qui est située au bas de votre écran au centre. Et nous allons répondre aux questions vers la fin de la présentation. Si vous avez des commentaires ou des problèmes techniques, vous pouvez aussi les écrire dans la section chat et on a quelqu'un avec nous qui va pouvoir vous répondre et s'en occuper. J'aimerais mentionner aussi que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré. Donc, si jamais vous voulez retourner sur certains points, il va être disponible et la diffusion, vous allez pouvoir y avoir accès dans les prochains jours sur notre page web. Vous allez également recevoir un sondage à la fin du webinaire. Je vous encourage fortement à le remplir. Ça va nous aider à avoir vos commentaires et pouvoir recueillir vos idées et nous améliorer. Et donc, ce sondage, vous allez le recevoir immédiatement en quittant le Zoom. Donc, avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour vous présenter M. Alexandre Charbonneau. Donc, Alexandre Charbonneau a été négociateur pour l'équipe de produits dérivés de devises et de taux d'intérêt de la trésorerie du Mouvement Desjardins. Son mandat consistait à gérer le risque qui résulte de l'ensemble des transactions de devises effectuées par les clientes d'entreprises, comme par exemple les PME, les grandes entreprises, les institutions. En plus de son mandat de négociation, son expertise de marché et sa compréhension des différents enjeux géopolitiques ont été mis à profit afin de desservir la clientèle institutionnelle. Depuis novembre 2019, il occupe maintenant le rôle de directeur développement des affaires. Et il a donc été amené à conseiller des entreprises de tout type dans l'élaboration et la mise en place de leur politique de gestion de risque du change. Donc, M. Charbonneau, je vous invite maintenant à prendre la parole. Parfait. Merci beaucoup pour l'introduction, Dina. Et merci également à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi que la CCLA de m'avoir invité là, pour ce webinaire-là qui va porter, en fait, qui va porter sur un survol là, de l'impact macroéconomique du COVID-19 qu'on a enregistré depuis les 2 derniers mois. Donc, pour faire ce survol-ci, on a très peu de temps, environ une vingtaine de minutes, mais à prime abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur l'évolution de la pandémie depuis la fin janvier dernier, plus précisément depuis le 25 janvier, date à laquelle la ville de Wuhan en Chine a été mise en quarantaine. Je vais revenir également sur l'impact de la pandémie sur une base macroéconomique, donc je vais illustrer 5 différents niveaux de diffusion de cet impact-là. On va parler très brièvement également de la chute du prix du baril de pétrole, des mesures fiscales et monétaires mises en place, mises de l'avant par l'ensemble des pays du G7, plus précisément les États-Unis et le Canada. Si on a du temps, j'aimerais prendre le temps d'aborder la notion de valeur refuge qui est souvent adossée au dollar américain là, pour expliquer sa performance en période de forte tension économique. Je vais vous présenter les perspectives pour ce qui est du dollar canadien, là, les perspectives faites par les économistes de Desjardins. Et de façon un petit peu plus importante, on va également s'attarder sur les modifications qui peuvent être apportées à votre politique de gestion du risque de change là, dans un contexte où il y a une très grande pression qui est mise sur le fonds de roulement là, de pratiquement toutes les entreprises. Donc, la diapositive que vous avez sous les yeux au moment où on se parle, c'est à mon sens, la diapositive la plus importante de la partie macroéconomique de la présentation. Là, je pense qu'elle représente très bien ce qui a été vécu par l'environnement macroéconomique dans les derniers mois, ce qui a été vécu par une grande partie de nos entreprises. La première étape est relativement facile à comprendre. L'arrêt économique instantané que l'ensemble des entreprises ont vécu dû aux politiques de confinement qui ont été mises en place pour aplanir ces fameuses courbes de propagation là, à partir de la mi-mars, a fait en sorte que très rapidement, on a vu une forte pression être mise sur les liquidités de ceux-ci. Donc, on a essayé de trouver par tous les moyens là, des façons d'aller rapatrier ce cash-là qui est nécessaire pour venir subvenir à nos besoins ou nos obligations de paiement dans le court terme.
Cette pression sur les liquidités-là s'est ensuite transmise rapidement sur les marchés financiers. Donc, les banques, le secteur bancaire ainsi que les marchés financiers devaient répondre à l'appel à cette nouvelle liquidité-là. Donc, on a vu un fort stress à ce niveau-là. Par la suite, les conditions de crédit se sont très rapidement resserrées. Et c'est à ce moment-là que les banques centrales sont venues intervenir. En fait, ce que vous voyez, la ligne jaune ici, c'est vraiment ce que les banques centrales ainsi que les autorités gouvernementales tentent de faire. Ils tentent ultimement d'injecter le plus de liquidités possible dans les marchés afin d'éviter qu'on se retrouve dans une crise financière à longue durée, dans un contexte où on pourrait avoir des faillites d'entreprises et des pertes d'emplois permanentes qui feraient en sorte que notre reprise économique, lorsqu'on va commencer à se déconfiner progressivement, là, un peu comme ce qui a été annoncé au Québec en début de semaine, mais ce qui ferait en sorte que notre reprise économique prenne davantage des années que des mois à se matérialiser. Donc, on va revenir également sur ces mesures gouvernementales-là. Beaucoup de choses ont changé là, en termes d'arrêt économique depuis le 25 janvier dernier. Je le réitère, qui est la date à laquelle la ville de Wuhan a été mise en quarantaine. Par la suite, quelques jours après, en fait le 2 février, l'Organisation mondiale de la santé avait annoncé l'état d'urgence sanitaire, mais déjà à ce moment-là, on ne prenait pas nécessairement au sérieux le risque de pandémie à laquelle on faisait face. Une des raisons pour lesquelles on ne prendrait pas au sérieux ce risque-là, c'était dû au fait qu'il y avait un très faible cas recensé en Chine, un très faible nombre de cas. Le nombre de cas recensés en Chine de façon officieuse a plafonné aux alentours de 80 000 sur une population de 1,4 milliard. C'est vraiment à partir du 21 février, lorsqu'on a vu les cas s'accélérer à l'extérieur de la Chine, en Europe et en Asie, plus précisément en Italie et en Corée du Sud, qu'on a commencé à porter attention à cette problématique-là. En termes de pression sur les marchés financiers, le point culminant a vraiment été le 6 mars dernier, lorsqu'on a vu vraiment de fortes accélérations en Amérique du Nord, plus précisément aux États-Unis, ainsi qu'en Allemagne, deux des plus grandes puissances économiques au monde. Là. En termes, c'est bien entendu, compte tenu que la Chine a été le pays qui a été le touchant en premier, l'impact économique réel s'est fait ressentir plus rapidement. Puis ça va être un très, très bon indicateur sur ce qu'on pourrait voir là, sur l'économie canadienne et américaine. Donc, au mois de mars, les ventes au détail en Chine ont baissé d'un peu plus de 20 %. L'économie s'est contractée durant le premier trimestre de 6,8 %. Ironiquement, plusieurs observateurs ont fait remarquer que durant les 5 dernières années, l'économie de la Chine a pratiquement cru à chaque trimestre d'environ 6,5 %. Dans un contexte où on fait face aujourd'hui à un très fort choc, c'est un peu ironique que le seul chiffre qu'on met de l'avant, c'est moins 6,8 %, comme si on avait juste rajouté un négatif devant l'élément, devant le chiffre en question. Ça illustre peut-être très bien là, un peu le doute qui plane sur les données économiques qui sont présentées par la Chine et le doute qui plane également sur le recensement des cas qui est fait là-bas. Il reste que depuis le 7 avril dernier, on a déjà commencé à déconfiner, on a déjà vu une certaine forme de reprise économique en Chine et ça se fait ressentir sur les indices de confiance des entreprises, qui est le graphique que vous voyez en bas à gauche. Ce qui n'est pas du tout encore le cas pour ce qui est de l'Allemagne, des États-Unis ou du Canada, parce qu'on n'a pas encore amorcé ces politiques-là, donc c'est toute autre réalité à ce niveau-là. Si on se rapproche un petit peu de notre côté, si on se concentre davantage sur les États-Unis et le Canada, il y a un impact au niveau des marchés de l'emploi qui est sensiblement identique. Donc, c'est le graphique que vous voyez, je pense, illustre très bien l'ampleur du choc économique qu'on vit actuellement. Donc, aux États-Unis, on a près de 26 millions de demandes de prestations de chômage qui ont été faites jusqu'à maintenant, qui représentent environ 15 % de notre population active. Au Canada, c'est déjà 1 million de personnes qui ont perdu leur emploi. Un peu plus de 5 % de la population active. La grosse différence au niveau du prorata par rapport à la population active est davantage due au fait que à ce stade-ci, les États-Unis publient leurs données sur une base hebdomadaire, tandis qu'au Canada, c'est toujours sur une base mensuelle. Et il reste qu'un des points qui est peut-être important à prendre en considération, c'est qu'au-delà des pertes d'emploi, si on regarde les salaires moyens des travailleurs, à ce stade-ci, pour les deux pays, autant au Canada qu'aux États-Unis, les salaires moyens ont augmenté. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'ultimement, les personnes qui ont perdu leur emploi à ce stade-ci étaient au bas, en fait, étaient en dessous de la moyenne en termes de l'échelle de rendement. Très clairement, je pense que tout le monde est en mesure de le mettre en perspective. Très clairement, cette crise-là a été remise en question un petit peu les entreprises vient impacter dramatiquement la confiance des entreprises tant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, c'est un choc assez majeur qu'on vit, là, puis nos entreprises se doivent de s'adapter. Nos stratégistes ou nos économistes se sont portés un petit peu sur la question, puis ont fait ce que M. Paulos, le gouverneur de la Banque du Canada, a refusé de faire lors de sa dernière rencontre, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'avant des prévisions économiques. Dans les deux cas, autant aux États-Unis qu'au Canada,
les stratégistes de Desjardins envisagent à ce jour une reprise économique graduelle à partir du troisième trimestre de 2020. Au net, ça sous-entendrait que pour l'année 2020 aux États-Unis, on aurait une contraction de l'économie de 3,2 % et une croissance de 4,3 % en 2021. Au Canada, on parlerait d'une contraction de l'économie en 2020 d'environ 2,9 % et d'une croissance de 3,6 %. Je pense que l'élément qu'on doit vraiment retenir là, de la prévision qui a été mise en place par nos stratégistes, c'est vraiment qu'à ce stade-ci, ils envisagent toujours une reprise économique à partir du troisième trimestre. Donc, conséquemment, également, les taux de chômage des deux pays, on les voit plafonner là, à partir de la fin du deuxième trimestre de 2020, aux alentours de 13 % pour ce qui est des États-Unis et 9 % ce qui est du Canada. La raison pour laquelle ça pourrait prendre un petit peu plus de temps au niveau des États-Unis avant de voir un taux de chômage qui revient vers les niveaux pré-crise, c'était qu'on est dans déjà une situation de plein emploi au préalable. Et également, c'est dû au fait qu'une grande majorité de l'économie est plus associée à l'industrie du service ou les entreprises de service, puis on s'attend à avoir des changements plus permanents dans ce secteur-là. À partir du moment que les entreprises ont constaté cet arrêt économique instantané-là, ils ont essayé de trouver tous les moyens pour mettre main sur les liquidités ou pour venir s'assurer que leur fonds de roulement viennent répondre à leurs besoins de paiement dans l'immédiat. Donc, le graphique que vous avez sous les yeux, c'est ultimement le nombre de retraits qui a été fait sur les marges de crédit des entreprises américaines cotées en bourse entre le 9 mars et le 13 avril. C'est un peu plus de 260 milliards qui a été retiré des marges de crédit. Pour mettre les choses en parallèle, le mois précédent, au total, c'est environ 2,5 milliards qui avaient été utilisés ou retirés de ces marges de crédit-là. Donc, ça a été une pression, ça a créé une pression monstre sur les liquidités. Tout le monde, ultimement, voulait s'assurer d'avoir le cash nécessaire pour venir passer cette période de tumulte-là. Très rapidement, on a vu ce manque de liquidité-là se transmettre sur les marchés boursiers. Le premier graphique que vous avez en haut à gauche représente le S&P 500, qui est la bourse américaine, le S&P TSX, qui est la bourse canadienne, et le MSCI World Index, qui est un indice recensant un peu les bourses à travers le monde. Donc, on peut voir qu'une grande majorité d'entre eux ont perdu près de 35 % au plus bas point jusqu'à la mi-mars. Mais déjà, depuis le 23 mars dernier, on voit une certaine forme de progression. Là. Plus de la moitié des pertes qui ont été engendrées depuis le début de l'année sont désormais effacées. Je vais revenir sur la journée du 23 mars dernier. C'est la date à laquelle la Réserve fédérale américaine a mis en place un programme d'assouplissement quantitatif sans précédent. Donc, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'ils ont assuré le marché en mentionnant qu'ils étaient prêts à acheter tout le crédit nécessaire pour venir le supporter. C'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu un point d'inflexion en termes de stress financier qui est enregistré. Je veux parler également de la prime de liquidité du secteur canadien. Là. S'il y a un élément qui avait fait sourciller un petit peu là, monsieur et madame tout le monde à la fin du mois de mars, c'est que le 27 mars, lorsque la Banque du Canada avait baissé son taux directeur pour l'amener à 0,25 %, alors qu'on était à 1,75 % en début d'année, presque simultanément, une grande majorité des banques canadiennes avaient annoncé une hausse des taux hypothécaires. Donc, c'était très difficile à comprendre pour monsieur madame tout le monde, la dissociation entre le taux directeur de la Banque du Canada ainsi que notre taux hypothécaire qui est offert aux particuliers. Une des principales raisons a vraiment été la prime de liquidité qui a explosé dans le secteur bancaire canadien, ce qui est totalement normal dans un contexte où toutes les entreprises, de façon simultanée, cherchaient à venir renflouer leur coffre. Donc, cet argent-là était beaucoup plus cher, beaucoup plus dispendieuse à venir lever. Donc, la même chose s'est enregistrée sur les écarts de crédit. La grande majorité des entreprises qui avaient des perspectives de croissance ou de cash flow, là, extrêmement impactées par la crise qu'on vit actuellement. Donc, ces écarts de crédit-là, le graphique que vous avez sous les yeux, c'est les écarts de crédit des entreprises qualifiées d'investissement. Donc, ont atteint le plus haut niveau depuis 2008. Bien entendu, les commodités également ont été fortement impactées, puis un petit peu à l'image de ce qu'on a vu en 2019, dû aux tensions géopolitiques qui existaient entre les États-Unis et la Chine. Depuis début 2020, pratiquement l'ensemble de nos actifs fluctuent en fonction d'un même problème. L'an dernier, on parlait des tensions géopolitiques. Cette année, bien, ça va être le COVID, la pandémie qu'on vit actuellement. Un autre élément qui est venu très rapidement resserrer les pressions sur les marchés financiers, c'est la chute du prix du baril de pétrole. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de leur rencontre, l'OPEP+, donc l'Organisation des pays exportateurs de pétrole ainsi que la Russie, lors de leur rencontre du 7 et 8 mars dernier, on s'attendait, les intervenants du marché, à avoir une annonce d'une baisse de production d'environ 1,5 million de barils par jour. Plutôt qu'y aller d'une baisse de production, l'OPEP a fait volte-face et a annoncé la fin de ses quotas de production. Il a commencé à inonder le marché et à augmenter dramatiquement sa production. Déjà dans un contexte où on pressentait, si on se fiait aux données de la Chine,
d'avoir une demande en prix du baril de pétrole pratiquement 20 à 25 plus basse durant le deuxième trimestre de 2020. Donc, le prix du baril a perdu près de 30 sur cette nouvelle-là. Puis pour mettre un petit peu en relief les motifs derrière cette décision-là, il faut revenir vers ce qui s'est passé en 2014-2015. Donc, 2014-2015, si on se rappelle bien, on avait une certaine forme de crise au niveau du prix du baril de pétrole. Là, sur le graphique en haut ici, c'est vraiment le prix du baril de pétrole que vous voyez. La chute qu'on avait eue, elle semble être peu palpable, là, mais c'est dû au fait qu'on a eu un prix négatif plus tôt là, la semaine dernière. Donc, on avait passé de 100 $ le baril à 45 $ très rapidement. À ce moment-là, l'Arabie saoudite avait commencé à inonder le marché pour venir ralentir la progression du secteur énergétique américain et venir ralentir les investissements dans les énergies renouvelables. Ultimement, ils ont dû faire volte-face à la fin 2016 puisque le gouvernement américain est venu subvenir aux besoins de son secteur énergétique. Pour un peu représenter ce que vous avez en bas du graphique, c'est la production en millions de barils par jour du secteur énergétique américain. Donc, on a passé de 5 millions de barils par jour qui étaient produits en 2019 à près de 12,5 millions en date d'aujourd'hui. Les Américains sont aujourd'hui les plus gros producteurs de barils de pétrole au monde. Ils ont enlevé des parts de marché depuis 2016 à l'Arabie saoudite, la Russie et l'ensemble des membres de l'OPEP. Et je crois que ce que l'OPEP a tenté de faire le 8 mars dernier en amenant le prix à un bas alors que le gouvernement était déjà sous pression par l'ensemble des entreprises pour leur venir en aide, c'était plutôt que d'essayer de les vaincre comme ils l'ont fait en 2014-2015, ils ont essayé de les persuader de les joindre. Donc, de faire en sorte que les États-Unis, tout comme le reste des membres de l'OPEP, s'imposent eux également des quotas de production. Ils semblent avoir réussi de le faire puisque le 9 avril, Trump ainsi que les pays de l'OPEP ont mis en place une baisse de production de 10 millions de barils par jour, mais il reste que le mal était déjà fait. Puis on a vu là, vraiment s'accentuer les problèmes d'entreposage la semaine dernière, ce qui a amené le prix du baril de pétrole, tenez-vous bien, jusqu'à moins 37 $ le baril. Donc, on était prêt à débourser pour se débarrasser de ce prix du baril-là, ce baril de pétrole-là, parce qu'on n'avait pas d'endroit pour l'entreposer. C'est clair que le prix du baril de pétrole a un impact sur le dollar canadien. Donc, le graphique que vous avez ici, la ligne verte, c'est le dollar canadien. La ligne noire, c'est le prix du baril de pétrole. La ligne rouge, c'est l'écart de taux qui existe entre les taux 2 ans canadiens et américains. Deux indicateurs qu'on se sert, nous, pour tenter de prévoir la direction de notre devise. En ce jour, le pétrole représente toujours environ 20 des exportations canadiennes et 9 de notre économie en globalité. Donc oui, là, on va tout de même maintenir une bonne corrélation entre le dollar canadien et le pétrole, malgré le fait que les Américains sont aujourd'hui le plus grand producteur de pétrole au monde. Afin de ralentir un petit peu cette pression financière-là, les banques centrales se sont vues dans l'obligation ainsi que les gouvernements d'agir et d'agir de façon assez importante. En fait, autant du côté de la Banque du Canada que du côté de la Réserve fédérale américaine, on a amené très rapidement notre taux directeur à 0,25 qui est qualifié comme étant le plus bas niveau que les taux directeurs peuvent aller à ce stade-ci. Dans les deux cas, on n'envisage pas de taux d'intérêt négatif au moment où on se parle. On a également, plus principalement au niveau des États-Unis, annoncé le 23 mars dernier un programme d'assouplissement quantitatif, le même genre de programme qui avait été mis en place lors de la crise de 2008, qui a pour but un petit peu vraiment d'alléger les conditions de crédit. Donc, ils viennent acheter beaucoup de dettes, autant corporatives que gouvernementales. Ils ont mis en place également des nouveaux programmes de prêts pour les entreprises. Et ça a ultimement également, ces politiques-là vont avoir des impacts. Puis, ils ont des impacts sur les bilans des deux banques centrales. Donc, la Réserve fédérale américaine, on estime à ce stade-ci que son bilan a passé de 4 trillions à 9 trillions durant les 2 derniers mois. Puis, on atteint au moment où on se parle 45 du PIB. Une forte augmentation également du côté de la Banque du Canada. Bien entendu, il y a des risques qui sont associés à tout ça. Là, fin 2018, lorsque la Réserve fédérale américaine a tenté de diminuer progressivement son bilan, il y a eu des forts impacts sur les marchés boursiers. Là, à la fin décembre, on avait une correction de près de 20 %. Donc, ça va être intéressant de suivre comment ils vont réussir à se sortir de cette situation-là une fois qu'on va avoir une certaine forme de reprise économique. Là, je ne vous ai toujours pas parlé des politiques fiscales. Au niveau en termes de politique fiscale, les dépenses ou les engagements qui ont été pris sont monumentales. Je pense qu'ils sont de mise dans un contexte où on force les entreprises à fermer, là, compte tenu des politiques de distanciation sociale et de confinement mis de l'avant. En date d'aujourd'hui, on a près de 3,5 milliards de personnes à travers le monde qui sont assujetties à une politique de confinement ou de distanciation sociale. Donc, c'est clair que l'impact économique est majeur. Si on peut se consoler pour ce qui est du Canada, au moins, c'est qu'en termes de position fiscale, on avait une très, très bonne position si on se compare aux autres pays du G7.
Le graphique que vous avez ici représente le déficit fiscal annuel des pays en fonction de leur PIB, donc leur déficit fiscal annuel en fonction de leurs revenus. Au Canada, on avait moins 0,6 % de déficit en fin 2019. Aux États-Unis, comme vous pouvez le voir, c'était moins 4,89 %. On n'avait jamais vu ce type de déficit-là, outre dans un contexte de forte crise économique comme en 2008 ou dans un contexte de guerre. Comme vous pouvez le voir également, depuis l'investiture de Trump, ce déficit-là s'est juste agrandi dans le temps. Ça pourrait devenir problématique là, pour les États-Unis et pour le dollar américain à un certain point. Je n'aurai malheureusement pas beaucoup de temps de m'adresser à la notion de valeur refuge pour le dollar américain. On pourra revenir plus tard pour ceux qui ont des questions. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que oui, le dollar américain performe bien dans un contexte de tension économique, mais je pense que c'est davantage dû au fait qu'au moment où on se parle, pour desservir cette population-là, qui est le peuple américain, qui importe pratiquement 2,1 trillions sur une base annuelle, il y a beaucoup d'entreprises à l'étranger qui contractent des dettes dans cette devise-là également, parce que c'est une devise qui est stable. Donc, lorsqu'il est arrivé le 6 mars dernier, et l'ensemble de ces pourvoyeurs de fonds-là, qui est le consommateur américain, s'est vu dans l'obligation de se confiner, on a vu un fort stress s'accentuer sur le dollar américain, qui a attiré l'attention très rapidement de la Réserve fédérale américaine, qui a réinitié des modus ou des lignes de swap avec les banques centrales étrangères pour venir alléger là, ce stress-là. Donc, les lignes de swap, en quoi ça consiste exactement? De façon très vulgarisée, c'est un peu comme si on donnait accès à l'imprimante de dollars américains aux autres banques centrales. Donc, très rapidement, si on assure un bon mode de diffusion, on va venir alléger cette pression-là qui était exercée là, sur la force du dollar américain depuis la mi-mars. Portrait économique canadien, revenons très rapidement pour ce qu'on avait fin 2019. Donc, on avait une très, très bonne année sur une base macroéconomique. On a une création d'emplois de près de 320 000 emplois lors de l'année, la 5e meilleure année pour ce qui est de la création d'emplois depuis l'année 2000. La croissance des salaires se maintenait à des niveaux élevés, près de 4,5 %, ce qui était le plus haut niveau enregistré depuis 2008-2009. Ce qui est intéressant également au niveau de l'inflation, c'est qu'on se maintenait au nord de la cible de 2 %, qui est l'objectif principal de l'ensemble des banques centrales du G7, donc de maintenir l'inflation au nord de la cible de 2 %. Donc, le Canada était un des seuls pays qui avait cette cible-là atteinte. Puis, un des éléments également que je veux qu'on mette l'emphase dessus, c'est le fait que pour la 2e année consécutive, l'an dernier, on a eu la plus grande croissance de population de tous les pays du G7. Puis ça, c'est un petit peu, comme vous pouvez le voir également sur le graphique, cette croissance-là de population s'est accélérée à partir de 2015-2016. Même moment à laquelle un certain Donald Trump là, a commencé à annoncer son investiture ou sa candidature pour le poste de président des États-Unis. Donc, je ne pense pas que cette danse-là va s'amenuiser. Au contraire, là, dans un contexte de pandémie qu'on connaît aujourd'hui, je pense qu'on va venir favoriser un système de santé comme on l'a au Canada qui est gratuit pour tous. Donc, si on perdons pas de vue quand on parle de croissance économique, il y a 2 éléments à prendre en considération, notre croissance de population active ainsi que nos gains en productivité. Mais si on peut s'assurer, de par les programmes d'immigration qui sont mis en place, d'avoir une bonne croissance de la population, principalement la population active, ça va être très bénéfique, je crois, pour le Canada là, en termes de perspectives économiques. C'est sûr que lorsqu'on parle du Canada sur une base macroéconomique, le principal nuage noir qui plane sur nos têtes, c'est l'endettement des ménages, qui se situe à près de 170 % du revenu. Si on compare, par exemple, cet endettement-là par rapport à leurs actifs, il se maintient non loin de la moyenne historique, ce qui veut simplement dire que notre endettement est dû à notre dette immobilière, notre dette hypothécaire. Oui, le marché immobilier, principalement du côté commercial, va être impacté par la crise qu'on connaît actuellement. Je m'attends que, compte tenu de la croissance de population qu'on a vécue dans les 2 dernières années au Canada, du côté du secteur immobilier domiciliaire ou résidentiel, il y ait plus ou moins d'impact à court terme. Tant si longtemps qu'on ne va pas tout le monde vendre leur maison de façon simultanée, mais techniquement, bien qu'on ait un fort niveau d'endettement qui va rester un problème là, à terme, bien, il va falloir à un certain point, il va falloir porter attention quand même à ça, mais pour moi, ce n'est pas un enjeu qui est majeur à ce stade-ci, mais c'est clair que ça va perdurer dans le temps. Donc, pour conclure là, sur la partie macroéconomique, je vous fais part un petit peu de la prévision de Desjardins. Il faut prendre en considération valeur refuge ou non de dollar américain et sa force ou sa faiblesse est fortement associée au contexte économique dans lequel on vit actuellement. Donc, si on s'attend de notre côté au niveau de Desjardins d'avoir une reprise économique à partir du 3e trimestre, on s'attend également à avoir un dollar canadien s'apprécier face au dollar américain d'ici la fin de l'année pour potentiellement trancher aux alentours d'une 35 à un certain point.
Je vais faire très rapidement un parallèle également sur ce qu'on a vu fin 2015-2016 dans le contexte de la crise du prix du baril de pétrole. On avait vu fin 2015 $1 canadien, transi aux alentours de 1,30. Très rapidement, on est allé vers les 1,4680 pour revenir à 1,24 dans les mois qui ont suivi. Je ne suis pas en train de sous-entendre que c'est la même chose qui s'est passée, mais la montée qu'on a vue dernièrement de 1,30 à 1,4680, on l'a déjà vécu à un certain moment. Puis de notre côté, à ce stade-ci, compte tenu qu'on pressent toujours une reprise économique, chose que, on a déjà des plans qui sont annoncés par le Québec en début de semaine, bien, on voit le dollar canadien s'apprécier d'ici la fin de l'année. Donc, c'est sûr que ça, c'est une prévision parmi tant d'autres. Il ne faut pas s'attarder à cette prévision-ci pour l'élaboration d'un plan de gestion du risque de change. Loin de là, je pense qu'il faut surtout se baser sur votre exercice budgétaire annuel, mettre en place une politique claire, statuer sur votre risque de change, la durée de celui-ci, que ce soit un risque de change opérationnel qui se qualifie ultimement par le moment à lequel on s'entend sur un prix avec un client ou un fournisseur et le moment où on fait le paiement. Puisqu'on va également avoir des risques de bilan sur notre entreprise si on a des investissements pour des bâtisses à l'étranger. Puis, dans le contexte bien particulier, là, c'est très rare que ça arrive, mais je pense qu'il faut également réévaluer notre risque économique. Donc, est-ce que le changement économique qu'on vit actuellement va venir remettre en question notre plan d'affaires? C'est vraiment les questions qu'il faut se poser. Donc, en premier lieu, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment venir revoir les prévisions de vente et d'achat. Revenez voir également nos capacités de production. J'ai parlé avec certains entrepreneurs dans les dernières semaines qui œuvraient dans le secteur agroalimentaire qui étaient toujours ouverts. Puis, malgré le fait qu'ils étaient toujours ouverts, il y avait une très grande difficulté d'attirer cette main-d'œuvre-là due aux programmes gouvernementaux qui sont mis de l'avant. Donc, il y a plusieurs personnes avec raison, le gouvernement est venu en aide à une grande majorité des travailleurs. Mais il reste que dans le secteur manufacturier ou dans une grande majorité des shops où on peut avoir un salaire d'environ 15 $, se faire donner 2 000 $ sur une base mensuelle, bien, ça ôte l'incitatif à rentrer travailler. Donc, il y a certains qui font déjà face à une certaine forme de pression au niveau de la main-d'œuvre. Donc, il faut venir évaluer un petit peu nos prévisions de vente. La chose la plus importante pour moi également, c'est de venir évaluer votre risque de créance avec vos clients, avec vos fournisseurs, assurer un dialogue. Je pense que la communication, c'est vraiment la clé dans ce contexte-ci. Donc, venir évaluer votre risque de créance, revoir votre taux budgété s'il y a lieu. Soyons clairs, pour les clients qui sont vendeurs, pour les entreprises qui sont vendeurs de dollars américains, si on était bénéfique à un taux d'1,20 ou 1,25, on l'est encore plus à un taux d'1,41 sur le dollar canadien. Donc, dans un contexte économique normal, c'est juste une très bonne chose. Ça vient renforcer votre modèle d'affaires, mais c'est juste d'essayer de comprendre dans vos prévisions, à savoir si nos ventes sont toujours les mêmes qu'il était anticipé. Il faut être quand même prudent. Je ne pense pas que c'est le moment d'aller prolonger notre couverture à 80 ou à 100 % dans les 2 à 3 prochaines années. Mais comme je l'ai expliqué préalablement, on s'attend à voir le dollar canadien fluctuer de pair avec la reprise de l'économie mondiale. Puis je pense que ça va être la même chose pour vos ventes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on va avoir une reprise économique qui va se matérialiser, vous devrez avoir une plus grande certitude par rapport à vos ventes. Mais à ce moment-là, on pourrait déjà avoir un dollar canadien qui serait aux alentours d'une 36 ou une 37 parce qu'il est plus assujetti aux perspectives de croissance mondiale. Donc, c'est bien qu'il faut être prudent. Ça ne veut pas nécessairement dire pour les vendeurs que c'est le temps de rien faire ou d'attendre ad vitam aeternam. Je pense que de prendre les choses, de vraiment prendre le temps de revoir notre modèle d'affaires, revoir nos prévisions de vente, puis d'agir en conséquence, je pense que c'est une très bonne chose à ce stade-ci. Pour ce qui est des acheteurs, si les achats étaient assujettis ou étaient dus à des achats de commodités, bien, la bonne nouvelle, c'est que au moins, le prix du sous-jacent qui est la commodité a beaucoup descendu. Donc, ça vient pour la grande majorité d'entre eux venir compenser la hausse de dollar américain. Donc, votre prix coûtant total en dollar canadien n'a pas beaucoup changé. C'est sûr que dans certaines industries bien précises, je parle par exemple du secteur du voyage, si on avait protégé des achats pour la fin de l'année, bien, ces contrats-là font des gains par rapport au marché. Je pense que ça serait prudent potentiellement de cristalliser ces gains-là. Pour ce qui est des vendeurs qui ne ressentent pas avoir ou recevoir leur flux monétaire comme ils le pensaient, ou qu'il y a une désynchronisation entre notre stratégie de couverture et la nouvelle réalité en termes de flux monétaire, on peut reporter les contrats qu'on a mis en place avec ce qu'on appelle un swap sur devise. Parlant justement des outils à votre disposition, lui sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'emphase en date d'aujourd'hui, c'est le swap sur devise. Un swap sur devise, dans le contexte actuel, ça vous permet d'apparier ou de reporter ou de devancer un contrat à terme ou une obligation financière que vous avez contractée là, avec votre institution en ce qui a trait de gestion du risque de change. Je ne peux pas parler pour les autres institutions, mais pour ce qui est de Desjardins, on a déjà mis en place des solutions alternatives pour éviter qu'il y ait un trop gros impact sur vos fonds de roulement.
Donc, pour ce qui est des vendeurs de dollars américains, on vous permet de reporter des contrats sans impacter dramatiquement votre fonds de roulement. Un swap sur devise, sans quoi ça consiste? Bien, c'est l'achat et vente simultanée d'une devise. Donc, si par exemple, vous avez pris un contrat à terme pour protéger la vente d'1 million de dollars américains et ce contrat à terme-là vient à échéance le 30 avril prochain, à la fin le 30 avril, si on ne reçoit pas ces fonds-là, on peut reporter le contrat en faisant un swap sur devise. Comment ça va se faire? On va ultimement initier la vente d'1 million à un taux d'une 35. Vous allez racheter le même million à un au taux du marché. Donc, en date d'aujourd'hui, on est rendu à 1,3930 et vous allez le revendre à 1,3930 plus les points à terme. Donc, soyez sans crainte. Ce n'est pas parce qu'il y a une très forte volatilité qu'on ne peut pas mettre l'avant des ouvertures pour ce qui est du risque de change de façon supplémentaire. On peut également s'assurer de les synchroniser avec votre stratégie via un swap sur devise ou via un rééquilibrage, via différentes autres stratégies. On peut également parler de stratégie d'options. Mais tous les outils sont à votre disposition. Puis ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'initier la communication, d'initier le contact avec l'équipe de Cambis de Desjardins ou de votre institution bancaire pour s'assurer d'avoir une politique de gestion du risque de change qui est en ligne avec votre nouvelle réalité. Puis là, j'ai beaucoup parlé de politique de gestion du risque de change. La réalité, c'est qu'une grande majorité des entreprises n'en ont pas une sur papier. Je pense que le contexte économique actuel est peut-être propice à remettre ça en question, s'asseoir ensemble, s'assurer que la haute direction ainsi que le conseil d'administration de notre entreprise soit en ligne avec ce qu'on fait en termes de gestion du risque de change pour éviter que si on a une autre secousse financière ou secousse économique importante, pour éviter qu'on se retrouve du moins s'assurer qu'on soit tous alignés par rapport à ce qu'on met en place à ce niveau-là. Donc, je pense que ça vient compléter de mon côté ce que j'avais à mentionner. J'ai tenté de vulgariser le plus possible la matière dans le court laps de temps qui m'était donné. Donc, je vais donner la parole à Dina pour ce qui est des questions qui pourraient avoir lieu durant le webinaire. Merci beaucoup, M. Charbonneau. Donc, je vous invite tout le monde à poser vos questions dans l'icône Q&A qui est située en bas de votre écran au centre et nous allons prendre les questions en direct. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps pour les envoyer. On a déjà une première question de Jonathan Bernier qui demande pour un acheteur de matériaux de construction de 3 millions de dollars par année en dollars US, quelle serait la meilleure stratégie si les ventes sont faites en dollars canadiens au Canada? Donc, essentiellement, ce en quoi on fait face ici, c'est ce qu'on appelle un risque transactionnel. Donc, vous avez ultimement des besoins d'achat de 3 millions sur une base annuelle. Il est clair que la forte flambée du dollar américain vient fortement affecter votre marge bénéficiaire nette, entendu. La question que je me pose, par exemple, par rapport à ces achats-là, c'est bien entendu, c'est que c'est des achats de matériaux de construction. Donc, j'ose imaginer que le coût que ce matériau-là implicite, si on note le dollar américain a potentiellement diminué. Donc, j'espère que ça vient un petit peu tempérer la perte qu'on a eue de la flambée du dollar américain. Je pense que de mon côté, si on pressent une reprise économique de votre secteur de façon importante, comme je l'ai mentionné, ça va vouloir dire également fort probablement une appréciation du dollar canadien. Je pense qu'on peut faire preuve de patience, cibler les niveaux importants au niveau des marchés, donc mettre des commandes, des ordres fermes, être plus proactif pour ce qui est de nos besoins à court terme. Pour ce qui est de nos besoins à long terme, mais je pense que la patience est de mise encore à ce stade-ci. Mais prenez le temps vraiment de faire votre budget pour l'année. Peut-être déterminer c'est quoi le taux maximum à lequel on peut aller pour assurer la viabilité de notre modèle d'affaires. Puis si jamais on a une flambée du dollar américain qui se poursuit, si on retourne vers les 1,42, avoir vraiment un plan mis en place. On peut mettre en place des contrats à terme. Donc, un contrat à terme, sans quoi ça consiste, c'est très simple. Ça vous permet de fixer un taux dans le temps d'avance pour des achats futurs. C'est une chose qui vous permettrait déjà d'avance de réduire votre risque de change. En date d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est à 1,3940 au niveau du dollar canadien. J'estime qu'à relativement court terme, c'est potentiellement le bas d'une fourchette. À moins d'un changement contraire sur une base économique, on devrait rester entre 1,3850 et 1,4250 pendant un certain moment. Donc, si on peut cristalliser un petit peu de ces achats-là que vous avez besoin pour les prochains mois, ça pourrait être une bonne chose de le faire, de prendre le temps de réduire votre risque à ce stade-ci. Parfait. Donc, on a deux autres questions. La première est de Paul Racine qui demande quelle serait la meilleure stratégie pour fixer un prix en dollars US. Ça, Paul, je vous inviterai à me contacter soit par LinkedIn ou je vais laisser potentiellement le soin de vous donner mon adresse courriel à Dina, mon adresse courriel professionnelle. Il faut vraiment que j'ai plus d'informations en ce qui a trait à votre modèle d'affaires, le taux qui est budgété. Il n'y a pas de stratégie uniforme pour tous. Je pense qu'il y a plusieurs produits qui sont à votre disposition. Là, je n'ai pas encore parlé de stratégie d'options.
qui est un autre élément qu'on peut mettre en place pour se protéger contre la fluctuation de cette devise-là. Là. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous répondre uniformément sur quelle est la meilleure stratégie. Là. Il y a une bonne stratégie pour chaque entreprise, puis elle diffère dépendamment de la réalité de cette entreprise. Merci. Enfin, il y a aussi Sébastien Letailleur qui dit qu'il a 2 millions en dollars US dans ses comptes et il ne voit pas l'utilisation de ces montants avant 8 mois. Est-ce qu'il devrait tout changer en dollars canadiens aujourd'hui? Le swap sur devise, c'est une chose également que vous avez. Je pense que les choses à se poser comme question, Sébastien, à ce stade-ci, c'est quel rendement qu'on a sur cette solde-là en dollars américains. C'est clair qu'en termes de rendement, on est rendu avec des taux de directeurs de 0,25 %, autant qu'au Canada qu'aux États-Unis. Est-ce qu'on veut tous le changer à date d'aujourd'hui? La question qu'il faut se poser, c'est dans nos besoins futurs. On va avoir besoin de dollars américains dans le futur. Est-ce que le contexte économique actuel, combien est-ce qu'on a besoin dans le futur? Est-ce qu'on a besoin de ces 2 millions-là au total ou en partie? Sur une base, je vais me mouiller, là, moi, sur une base strictement de marché, je pense qu'on peut être un petit peu patient, mais si on peut revoir du 1,41 au marché interbancaire, j'estime que c'est un très bon niveau, en effet, pour vendre votre dollar américain. C'est clair que là, je le réitère, c'est mon opinion à moi, bien personnelle. Il y a d'autres personnes qui ont des opinions qui diffèrent, mais ce que je veux vraiment exposer ici, c'est que si vous croyez qu'il va y avoir une reprise économique, si vous ressentez là, vraiment qu'on a un retour à la normale, bien, dans ce contexte-là, on devrait voir le dollar canadien s'apprécier, donc le dollar américain perdre des plumes. Pour répondre très simplement à la question, je pense que la réponse à ça pourrait être oui, mais il faudrait que j'ai plus d'informations sur vos besoins futurs en termes d'achat de dollars américains. Merci beaucoup. Donc, on arrive maintenant à la fin de la présentation. Donc, si vous aviez d'autres questions un peu plus poussées à demander à M. Charbonneau, vous allez recevoir un courriel de suivi demain dans lequel vous allez avoir le lien pour revoir le webinaire, la présentation et ses coordonnées. Je vois d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a levé la main, M. Binan. On pourrait prendre votre question avant de terminer, mais s'il vous plaît, l'écrire au lieu de lever la main. Donc, je vais vous donner un petit temps pour l'écrire. Sinon, je vais continuer à clôturer. On pourra revenir à votre question. Donc, je vais vous demander de remplir, si c'est possible, le sondage. Ça va vous prendre 5 minutes afin qu'on puisse avoir votre rétroaction sur le webinaire. J'aimerais aussi remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support ainsi que Desjardins pour qui ce webinaire-là ne serait pas possible. Je voudrais aussi vous dire que demain, on va avoir un autre webinaire de notre série Café Export qui a lieu tous les jeudis à 10 h. Donc, les Café Export, c'est des webinaires qui peuvent vous mettre à jour sur les nouvelles internationales. Et notre prochaine rencontre internationale Desjardins aura lieu mercredi prochain à la même heure, à 10 h. Cette fois-ci, il portera sur les enjeux juridiques du commerce en Europe et il sera présenté par Maître Bernard Collas. Enfin, je voudrais vous dire que notre équipe a mis au point un service de diagnostic international durant la crise qui est gratuit, donc un petit service de consultation pour vous donner un coup de main sur vos activités internationales. Je vais vous envoyer aussi plus d'informations sur ce diagnostic dans le courriel de suivi. Je vais voir si M. Binan avait écrit... Non, donc je n'ai pas de message de M. Binan, mais une dernière question de Maëlys Cournoyer-Benoît qui demande une petite dernière question. À quoi attribuez-vous la hausse actuelle des marchés? Donc, j'ose imaginer à ce stade-ci qu'on parle vraiment des marchés boursiers. Comme je l'ai abordé très brièvement lors de la présentation, là, donc le 23 mars dernier, la Réserve fédérale américaine a annoncé un programme d'assouplissement quantitatif sans précédent majeur. Ultimement, les implications de ce programme-là, c'est qu'ils vont racheter une grande majorité des actifs, en fait, des dettes qui sont détenues par les entreprises. Donc, c'est venu alléger de beaucoup les conditions de crédit. C'est à ce moment-là qu'on a vu le point d'inflexion là, sur les marchés boursiers. Cette crise-là est sans précédent. Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une crise financière, c'est une crise qui est sanitaire. Elle a des impacts financiers clairs et énormes. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une forte dépréciation des actifs de près de 35 % en moins de 2 semaines et demie. Si on commence à avoir une reprise économique, comme c'est le cas un petit peu en Asie, au moment où on se parle, comme c'est ce qui semble avoir été annoncé également en Amérique du Nord dans les derniers jours, rajoutons à ça la forte liquidité qui est injectée par les banques centrales de partout dans le monde.
bien, on a un très bon environnement là, pour voir nos actifs financiers commencer à bien surperformer. Donc, c'est une certaine forme d'inflation en quelque sorte. Là. Je pense que depuis 2008, on a des politiques de très faible taux d'intérêt, donc qui viennent favoriser les entreprises. On donne accès à énormément de liquidités, donc ce qui a pour tendance à faire en sorte que l'ensemble des actifs s'apprécie. Donc, pour faire le parallèle également un petit peu avec le marché de l'immobilier, là, je pense que ça va peut-être vous permettre de bien comprendre un peu pourquoi les actifs ou les marchés boursiers s'apprécient. Bien, que lorsqu'on descend les taux d'intérêt directeurs, c'est un peu comme l'équivalent de descendre la valeur de l'argent qu'on détient. Donc, dans ce contexte-là, si on descend la valeur de cette monnaie-là, bien, c'est sûr que tous les actifs avec lesquels on l'achète prennent une plus grande valeur. Donc, la question qu'on doit se poser sur une base, si on regarde par exemple le marché immobilier canadien, c'est est-ce que les maisons ont réellement pris de la valeur ou c'est le fait que les taux d'intérêt ont baissé qui ont fait en sorte que la valeur relative en cette monnaie sonnante-là est totalement différente. Donc, peut-être ça vous permettrait un peu de vous changer cette vision-là, de bien comprendre un peu ce qui s'est passé depuis le 23 mars. Puis depuis les derniers jours, ce qu'on voit vraiment, c'est vraiment des nouvelles positives. Là, on a un ralentissement des cas en Europe. On a un ralentissement des cas également en Amérique du Nord, les taux de propagation. Je pense que les gros épicentres, si on regarde à l'Italie, en Europe, c'est que la situation commence à être plus contrôlée. Donc, c'est tout ça qui a fait en sorte qu'on a eu une forte appréciation. Là, mais le point d'inflexion, ça a été vraiment là, l'apport des banques centrales, l'injection des liquidités qu'ils ont faites pour venir soutenir les marchés financiers. Mais merci encore, M. Charbonneau. Donc, nous sommes maintenant à la fin du webinaire. Merci à tous les participants et j'espère vous revoir dans nos prochaines activités. Bonne journée. Bonne journée.